Le premier, c'est la qualité de vie. Donc là, je pense qu'on va en parler assez largement avec le webinaire qu'on vous propose sur la qualité de l'air intérieur et les capteurs. Le deuxième engagement, c'est le respect de l'environnement. Donc, sur le respect de l'environnement, on a eu une actualité assez dense depuis quelques années, en particulier depuis 2015, même si le respect de l'environnement, tout comme la qualité de vie ou la performance économique ou le management responsable, sont des engagements portés depuis toujours par l'Alliance HQE-GBC. Mais c'est vrai que sur ces dernières années, et notamment depuis les accords de Paris, tout ce qui va concerner le respect de l'environnement, c'est quelque chose, enfin, c'est un aspect qui occupe très fortement l'Alliance HQE-GBC dans son quotidien. La performance économique et finalement le fait qu'on propose des opérations soutenables économiquement, ça fait aussi partie des engagements, des cadres de référence qui sont proposés par l'Alliance HQE. Et puis, pour bien mixer qualité de vie, respect de l'environnement et performance économique, on propose un système de management responsable et c'est le quatrième engagement, et c'est un engagement qui a toute son importance dans la démarche qui est proposée par l'Alliance HQE et par les cadres de référence pour le bâtiment ou pour l'aménagement. Voilà, en résumé, ce qu'on peut dire sur l'Alliance HQE de façon assez brève et concise. Voilà, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je crois que c'est Fabien qui prend la parole maintenant. Fabien. Merci beaucoup Nathalie et Estelle donc, de cette introduction à ce webinaire. Alors, moi je suis effectivement membre d'honneur de l'Alliance HQE depuis déjà de nombreuses années et j'anime un groupe de travail sur la qualité de l'air intérieur depuis plus d'une dizaine d'années. Et nous avons donc dans ce groupe de travail réfléchi à la qualité de l'air dans les bâtiments. Et notre premier sujet, si on peut passer la diapositive suivante. Voilà, le premier sujet était de voir ce qui pouvait se passer lors de la réception d'un bâtiment neuf ou rénové et la qualité de l'air dans ce bâtiment. Effectivement, à cette époque-là, donc avant 2013, puisque j'ai quitté la mairie de Paris en 2013, je dirigeais un laboratoire et nous étions souvent appelés pour des problèmes de santé ou d'inconfort dans des bâtiments neufs ou qui venaient d'être rénovés. Et il était souvent difficile de faire la part des choses entre ce qui revenait au bâtiment lui-même et à sa construction ou sa rénovation et aux activités des occupants. Et c'est pour cette raison que nous avons proposé à l'époque de créer ce groupe de travail et de réfléchir ensemble à la qualité de l'air juste avant l'arrivée des occupants et mener donc un certain nombre de mesures dans le bâtiment donc avant que les occupants n'arrivent. Et nous avons donc défini un protocole HQE Performance à cette époque-là pour la réception des bâtiments neufs ou rénovés. Alors dans ce protocole, nous appliquions finalement ce qui se faisait à l'époque par rapport à la surveillance obligatoire des crèches et des écoles. Donc nous avons appliqué tout ce qui est prélèvement et normes existantes. Et donc le protocole s'est résumé à l'analyse de 7 paramètres avec des règles de mesure, des règles d'échantillonnage, des plans d'échantillonnage pour mener à bien donc, cette analyse de la qualité de l'air intérieur. Juste après, nous avons élaboré un guide qui prenait en compte la qualité de l'air intérieur tout au long de la construction de la rénovation. C'était un fil conducteur pour se préparer et réfléchir à la qualité de l'air intérieur tout au long de la construction et la rénovation pour permettre justement d'aboutir à une meilleure qualité d'air au moment de la réception. Ce guide, donc, qui parlait de différentes étapes, de 5 étapes au cours de la construction, et tout ce qu'on devait prendre en compte en termes de qualité d'air intérieur à la réception. Et puis ensuite, nous sommes orientés sur l'exploitation des bâtiments, donc les mesures de qualité d'air intérieur. Là, nous avons proposé 9 paramètres, toujours avec des règles d'échantillonnage, des règles de mesure précises, pour apporter donc des informations aux occupants par rapport à l'exploitation du bâtiment. Alors, toutes ces mesures de qualité d'air intérieur sont des mesures sur, en général, une semaine. C'est une campagne de mesures sur une semaine qui donne donc une valeur moyenne de tel ou tel paramètre sur une semaine, des valeurs moyennes intégrées.
Et ce qu'on avait constaté, c'est que effectivement, on avait cette valeur d'intégration et qu'on ne savait pas très bien ce qui se passait aux différentes étapes de la semaine, aux différentes périodes de la semaine. Et donc, avec l'arrivée des microcapteurs, car bien sûr, il existait des analyseurs qui nous permettaient de mesurer en continu un certain nombre de polluants, mais l'arrivée des microcapteurs, la suivante, Nathalie, a fait que nous nous sommes donc intéressés à ces microcapteurs et pour mesurer en fait la dynamique de ces différents paramètres que l'on mesurait sur une semaine, de voir comment les choses se passaient en réalité. Alors, c'est vrai que c'était un sujet qu'on a pris depuis quelques années, ce sujet des microcapteurs à bas coût, qui ont révolutionné un petit peu la mesure et qui nous permettent d'analyser beaucoup plus finement la cinétique des polluants dans l'air du bâtiment, que ce soit au moment de la réception du bâtiment, mais que ce soit aussi en cours d'exploitation. L'utilisation de ces microcapteurs donc, nous apporte des informations beaucoup plus fines et beaucoup plus intéressantes. Sauf que, bien sûr, il fallait, pour ces microcapteurs, les regarder de très près. Et c'est pour cette raison que nous avons rédigé une note qui est publiée aujourd'hui, une note de cadrage sur ces microcapteurs. Et cette note, elle est destinée aux utilisateurs de ces microcapteurs pour leur donner des clés, en fait, pour leur usage dans le bâtiment, quel que soit donc pour la réception ou l'exploitation du bâtiment, et donc de donner finalement comment utiliser en pratique ces microcapteurs, donc leur installation, les données, enfin ça fait partie de la première partie du sommaire donc de cette note. Donc tous les enjeux des capteurs, tous les usages, les avantages, l'installation, les données, l'interprétation des données, etc. Et puis, ce que nous avons souhaité également dans cette deuxième partie donc de cette note, eh bien, c'est de rentrer un peu plus en détail sur les spécifications techniques des capteurs existants. Alors, aujourd'hui, vous voyez en premier le capteur de CO2, qui aujourd'hui est promu avec la crise du Covid, et pour améliorer l'aération, la ventilation des bâtiments, on préconise aujourd'hui d'avoir des capteurs de CO2 qui permettent de suivre l'évolution du CO2 et donc d'optimiser l'aération et la ventilation. Mais nous avons regardé également d'autres microcapteurs, que ce soit des microcapteurs qui mesurent des particules, qui mesurent des composés organiques volatiles, les totaux ou légers, le formaldéhyde, et donc pour donner donc des spécifications techniques, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces microcapteurs. Donc cette note, elle est vraiment une note pratique d'usage de ces capteurs, quel type de capteurs on peut utiliser et comment on va les installer, comment on va comprendre et analyser toutes les données que nous allons obtenir. Alors, ce matin, donc, avec la présentation de cette note, donc de cadrage qui est publiée là aujourd'hui, l'idée était de demander donc à des membres de ce groupe de travail, et en particulier donc Pascal Galusny, qui va nous parler des travaux de normalisation qui se font sur les capteurs, de normalisation française, mais aussi à l'échelle européenne. Et ensuite, donc, on demandera à trois autres personnes qui ont participé également à ce groupe de travail, eh bien, de nous faire des retours d'expérience de l'utilisation de ces microcapteurs, soit dans le cadre d'exploitation, ce sera donc Valérie Delbar et Jean-Charles Ponel qui nous parleront de l'utilisation des microcapteurs en exploitation du bâtiment, et puis Ludovic donc Marchini qui nous parlera du groupe Vinci, qui nous parlera lui de l'utilisation de ces microcapteurs au moment de la réception du bâtiment. Donc l'idée de cette matinée, de ce webinaire, c'est de vous présenter ces microcapteurs, comment aujourd'hui la normalisation cadre bien ces différents microcapteurs en termes de définition et d'utilisation pratique, et puis des retours d'expérience pour montrer comment on peut utiliser ces capteurs et donc comment cette note de cadrage que nous avons élaborée peut être utilisée en pratique par les uns et les autres, quel que soit le mode d'utilisation que l'on souhaite. Donc je vais donner la parole
à Pascal Galussi, qui est président directeur général et fondateur du groupe Terra, et donc il va nous présenter les travaux en cours de normalisation sur ces microcapteurs au niveau français et européen. Je te donne la parole, Pascal. Merci bien Fabien et puis merci à HQE de me donner l'opportunité en fait de faire cette présentation. Donc je me présente en quelques mots. Donc je dirige un groupe de PME dédié à la qualité de l'air. C'est un groupe que j'ai créé il y a une vingtaine d'années maintenant et qui comporte trois composantes, une composante laboratoire, une composante développement de capteurs et commercialisation de capteurs pour mesurer en fait la qualité de l'air en temps réel et une branche dédiée au digital. Le groupe compte actuellement 120 personnes et il a été introduit en fait en bourse sur le marché Euronext Growth il y a quasiment 2 ans maintenant, c'était en juillet 2019. En guise d'introduction, slide suivante s'il vous plaît. Je voulais vous donner quelques éléments de marché en fait sur ce monde du capteur qui est en pleine évolution. Pour ça, je me suis basé en fait sur deux études relativement récentes, hein, une de BCC Research qui est sortie en fait en 2019 et une autre de Insight Partner qui est sortie en fait en 2020. Et on voit en fait que c'est un marché qui est en pleine croissance. Pour la qualité de l'air intérieur, la première étude, elle fait état en fait d'un marché mondial de 175 millions d'euros en 2022 et c'est 290 en fait qui est affiché dans l'autre étude. Mais on voit que ça monte très 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 fortement et qu'on va multiplier par plus que 2 en fait dans les années 2025-2027. Alors, comme l'a dit Fabien, je vais me focaliser sur les différents travaux de normalisation qui existent actuellement autour du monde des capteurs. Donc déjà au niveau français, qu'est-ce qui se fait? Il y a une commission en fait qui traite des problématiques de la qualité de l'air et plutôt pour ce qui concerne toutes les atmosphères extérieures, ce qu'on appelle les atmosphères ambiantes. C'est la commission AFNOR X43D. Elle est présidée par François Maté, qui travaille à l'IMT Lille d'Ouesch, et la secrétaire AFNOR qui s'occupe en fait de cette commission, c'est Caroline Huydry. Cette commission se focalise en fait sur tout ce qui concerne les mesures ambiantes extérieures de qualité de l'air. Et il y a quelques mois déjà, il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour regrouper des experts autour des capteurs. Sur la slide suivante. Donc actuellement, il y a un document qui est en cours d'élaboration. C'est un fascicule documentaire qui en fait porte les références X43-121 et il concerne en fait les capteurs pour la qualité de l'air avec les différents concepts d'utilisation de ces dispositifs. L'objectif en fait c'est d'apporter une aide à tous ceux qui peuvent vouloir mettre en œuvre aussi bien pour de l'air intérieur que de l'air extérieur, que ce soit en position fixe ou en mobilité, des systèmes qui intègrent des capteurs de mesure de qualité de l'air. Alors, il faut savoir que ça ne concerne pas le domaine de l'atmosphère du travail et les travaux qui sont effectués au niveau français sont en bonne cohérence avec ce qui se fait au niveau européen. Alors, dans ce fascicule documentaire, qui, je le répète, est en cours d'élaboration, d'ailleurs, la commission est en pleine réunion actuellement, il y a un premier aspect qui concerne les définitions où il a été repris un petit peu la terminologie qui concerne les capteurs pour bien savoir de quoi on parle quand on parle d'un capteur. Pour ça, il y a trois définitions qui sont importantes hein, parmi toutes celles qu'on va retrouver dans le document. La première concerne l'élément sensible. Donc, c'est l'élément qui va en fait en contact avec l'atmosphère permettre d'avoir une grandeur physique qui va donner de l'information sur la quantité qui va être mesurée. Cet élément sensible, en fait, on va le retrouver dans ce qu'on appelle, dans le cadre de ce fascicule documentaire, le capteur. Donc un capteur, il va être constitué d'au moins un élément sensible. Et ce capteur, on va le retrouver dans ce qu'on appelle un système capteur qui va intégrer plusieurs capteurs. Au niveau de ce fascicule, on va retrouver également des définitions sur la qualité de l'air. On va retrouver ensuite tout un descriptif pour expliquer comment on va pouvoir utiliser ces capteurs.
Et c'est ce qu'on voit là. Donc, ce tableau, il est extrait en fait de ce fascicule. On va se poser un certain nombre de questions. Et avec un certain nombre d'éléments d'aide, on va pouvoir regarder pour quelle application on va pouvoir utiliser ces capteurs. Donc les questions qu'on va se poser, c'est pourquoi mesurer? Est-ce que c'est dans un cadre réglementaire? Qu'est-ce qu'on va mesurer? Est-ce qu'associé à ces mesures, il existe déjà des spécifications techniques? Dans quel environnement on va faire ces mesures? Est-ce que c'est un site industriel? Est-ce que c'est de l'air ambiant extérieur? Quelles vont être les conditions d'utilisation, comment on va remonter la donnée, quels sont les coûts induits. Et associé à ça, on a essayé d'identifier dans le cas de ce travail les différentes applications possibles. Donc, c'est soit on veut respecter une réglementation, soit on veut faire une étude d'impact, soit on va travailler sur une modélisation, on veut simplement améliorer les connaissances, ou alors on veut en fait récupérer un maximum d'informations, c'est des applications grand public. Après, ça peut servir également à gérer des procédés. Et toutes ces explications, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans notre note de cadrage quand on parle du boîtier de monitoring, avec le choix de certaines applications qui concernent plus la problématique air intérieur. Alors, au niveau européen, il y a un comité technique, le numéro 264, qui est dédié à la problématique de la qualité de l'air. Et au sein de ce comité technique, on a un groupe de travail, le numéro 42, qui se focalise sur les travaux. Ce groupe de travail, il est animé par Martin Van Poppel, qui vient de Belgique, et il a une secrétaire qui vient des Pays-Bas, qui s'appelle Caroline Van Hoek. Actuellement, il y a 2 textes qui sont en cours d'élaboration. Il y en a un qui est en cours d'enquête, le premier qui concerne en fait les capteurs pour la mesure de gaz. Dans ce texte, on va retrouver en fait des principes pour pouvoir classifier ces capteurs de gaz en fonction de leur performance. Pour pouvoir faire cette classification, il y a tout un ensemble de tests qui doivent être réalisés avec des performances à atteindre. Ces tests seront à réaliser à la fois en laboratoire, mais également sur le terrain, avec des campagnes différentes pour couvrir en fait des périodes de l'année différentes, hein, les conditions hivernales et des conditions plutôt d'été. Et on va regarder l'ensemble des polluants qu'on retrouve en fait dans la directive européenne 2008-50, hein, qui permet de préciser les attentes au niveau de la mesure de qualité. Donc l'idée de ce texte, c'est de proposer une classification pour les applications capteurs, hein, mesure temporelle de capteurs. Par contre, il y a un domaine qui est exclu, c'est le domaine de l'association de capteurs et des réseaux de capteurs. Donc là, ça concerne uniquement des points fixes de mesure. Et dans l'annexe de ce document, il est fait état d'un élément particulier, hein, qui est le CO2. Fabien en a parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est 3 classes de capteurs en fonction des résultats des essais qu'on va obtenir en passant au travers des tests laboratoires et tests de terrain. On va avoir les capteurs les plus performants, qui sont des capteurs de classe 1, qui vont pouvoir en fait être utilisés dans certaines conditions pour faire de la mesure de référence et donner ce qu'on appelle des mesures indicatives, si on reprend la terminologie qui est utilisée dans la directive européenne. Ceux de classe 2, en fait, pourront fournir ce qu'on appelle des estimations objectives. Donc, c'est pareil, c'est toujours en référence avec cette directive européenne. Donc, en fonction du niveau de performance, on sera soit classe 1, soit classe 2. Et si jamais on ne satisfait pas ces niveaux de performance, ben, on va se retrouver système de capteurs de classe 3. Le deuxième texte, alors lui, il est en cours d'écriture, hein. Le précédent, il est en enquête, donc ce qui veut dire que la Technical Specification va bientôt sortir. Ce document, lui, il est en cours d'écriture, donc il devrait être finalisé pour la fin de l'année, et il est consacré aux particules.
Donc, on va regarder un petit peu avec la même philosophie du premier texte, tout ce qui concerne les PM10 et les PM2.5. Et l'idée, c'est un petit peu la même chose, c'est de fournir une classification qui va déterminer en fonction des résultats des essais qui seront réalisés à la fois en laboratoire et sur le terrain, si on a un capteur qui va être de classe 1, de classe 2 ou de classe 3. Donc j'en ai fini avec ma présentation rapide des travaux de normalisation. Je voulais revenir en fait sur des éléments qu'on retrouve d'ailleurs au niveau du fascicule documentaire français. Il faut avoir en tête que le système capteur qui va être utilisé, il va au-delà de l'élément sensible. Et ça, il faut bien comprendre qu'il y a toute la partie intégration qui peut être importante, où en fait, on va retrouver la partie fluidique. Comment est-ce que l'air qu'on cherche à mesurer est acheminé à la surface du capteur et va donner un signal qui va correspondre réellement à ce qu'on veut mesurer. Et ensuite, toute une partie intelligente qui va servir en fait à traiter l'information pour la formuler de la meilleure façon à l'utilisateur. Donc pour ça, on va retrouver des fabricants d'éléments sensibles et puis des intégrateurs. Je pense que sur la slide, il manque une petite chose qui va peut-être apparaître si vous avancez encore d'un cran, où on voit en fait voilà, les intégrateurs qui vont, à partir des éléments sensibles, fournir le système complet, le système capteur qui permet de mesurer la qualité de l'air. Alors, au sein du fascicule documentaire, on a repris un petit peu les différentes technologies qu'on retrouvait le plus couramment sur le marché. Et on a regardé en fait à quoi pouvaient servir ces technologies. C'est dans ce tableau les différents composés qu'on voit qui sont mesurés. On va voir les oxydes d'azote, l'ozone, le monoxyde de carbone, des COV légers, et puis d'autres espèces. Et pour chacune des technologies, on a essayé de lister un petit peu les avantages et les inconvénients qui étaient rencontrés actuellement, sachant que tous les fabricants de capteurs et de systèmes capteurs essayent d'améliorer et de pallier tous ces inconvénients. Donc, par exemple, on trouve beaucoup de capteurs à base de semi-conducteurs où là, on a une bonne sensibilité, mais souvent, la problématique qu'on rencontre, c'est que ces capteurs sont peu sélectifs. Et les temps de réponse ne sont pas ceux qui sont les plus rapides, même si c'est largement suffisant pour beaucoup d'utilisations. Après, leur coût est plutôt très bon marché. On retrouve également des cellules électrochimiques qui, elles, ont l'avantage d'avoir une très bonne sensibilité et un temps de réponse assez rapide. Mais par contre, ces capteurs peuvent être sujets à pas mal d'interférences, notamment température, hygrométrie, et également des interférences chimiques. Ces capteurs ont un niveau de coût un petit peu plus élevé, généralement. On retrouve ensuite des capteurs basés à base de technologies de spectroscopie, où là, on va avoir des bonnes sensibilités par rapport à ce qu'on cherche à mesurer, avec des temps de réponse plutôt rapides. Par contre, on a parfois des problématiques de sensibilité aux différentes conditions ambiantes, et ces capteurs sont, je dirais, au niveau de coût, de coût moyen. On retrouve ensuite les PID, où là, on a souvent une très bonne sensibilité avec des temps de réponse très rapides, de l'ordre de la seconde, mais on manque un peu de sélectivité, et c'est des systèmes qui peuvent être amenés à dériver en fonction du temps et des conditions notamment d'hygrométrie. Ces capteurs coûtent plutôt cher. Ensuite, pour les particules, on a des capteurs qui permettent de faire du comptage, qui vont avoir des temps de réponse très rapides. On peut avoir souvent à la fois les informations des PM10, 2.5 et 1 en simultané. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces capteurs qui fonctionnent par comptage, on a forcément une conversion du nombre de particules vers la masse mesurée si on veut se rapprocher en fait des normalisations qu'on retrouve pour l'air ambiant extérieur. C'est des capteurs qui coûtent moyennement cher. En guise de conclusion, je dirais que, en ce qui concerne les différentes technologies, elles évoluent toutes à grands pas, et on a des systèmes et des éléments sensibles qui sont de plus en plus performants. On voit qu'au niveau normalisation, il y a déjà un certain nombre de travaux qui existent
et ça se met tout doucement en place. Et ce qui est vraiment important, c'est de travailler à mettre en bonne cohérence l'ensemble de ces référentiels. Et c'est évidemment ce qui a été fait avec le document en fait, qui sort du coup aujourd'hui, la note de cadrage. Alors, je ne sais pas, Nathalie, si on m'entend, parce Oui, que là, on vous entend, mais effectivement, on a perdu Pascal. on a perdu Pascal qui était en train de terminer sa conclusion. Alors, bon, peut-être il faut qu'il se reconnecte de nouveau. Je voulais le remercier de cette présentation sur la normalisation et sur les définitions. Alors, nous, dans la note de cadrage, effectivement, on a bien situé ces spécifications techniques qu'il évoquait à l'instant sur son tableau. Et nous avons donc choisi finalement par rapport aux polluants que nous pouvions mesurer et qui avaient un intérêt de mesure en continu dans l'air des bâtiments, nous avons défini donc sous forme de tableau des différentes spécifications techniques de ces capteurs pour pouvoir suivre donc l'évolution de différents paramètres. Alors, au-delà des spécifications techniques qui font partie de cette note de cadrage, et je crois que c'était important que les utilisateurs puissent savoir quand ils veulent acheter un capteur ou utiliser un capteur, eh bien voir ce que ce capteur peut leur apporter comme information et qui répondent à telle ou telle particularité, caractéristique technique. Je vais demander maintenant à Valérie Delbar donc de nous présenter des retours d'expérience, cette fois-ci en exploitation, et voir comment Valérie, chef de projet santé bâtiment, mais je la laisse également se présenter, nous rapporte des informations sur l'utilisation pratique en fait de ces capteurs. Valérie, je pense que vous m'entendez. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, allez, bonjour à tous. Pardon? Oui, bonjour. Je vous donne la parole, bonjour. Valérie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, je suis chef de projet santé bâtiment. J'ai travaillé en tout démarrage du système de monitoring dans les années 2009-2010 au sein de la société Azimut Monitoring. Je pense que nous avons été parmi les premières sociétés à proposer des systèmes de monitoring de la qualité de l'air intérieur pour des clients comme des propriétaires, constructeurs ou exploitants de bâtiments tertiaires et ERP. Ensuite, j'ai intégré un bureau de contrôle dans le domaine de la qualité de l'air intérieur et j'ai pu mettre en pratique ces différents systèmes à destination plutôt de recherche de sources d'émissions. Je voudrais faire un focus sur pourquoi le monitoring et quel est l'intérêt du monitoring. C'est clair qu'on va reprendre un petit peu la maxime de rendre visible l'invisible, et c'est vrai que c'est un outil qui est extrêmement pertinent, extrêmement important pour pouvoir suivre l'évolution de la charge globale de différents polluants qu'on peut rencontrer dans l'atmosphère au cours du temps. On va avoir à la fois un intérêt pour l'exploitant qui va pouvoir suivre l'efficacité de la ventilation qu'il va intégrer à son bâtiment. Donc, ça peut être une ventilation asservie, ça peut être une ventilation naturelle, mais c'est pour lui un moyen d'optimiser les plages de fonctionnement de ces centrales de traitement d'air. Ça peut être aussi un outil pour les propriétaires et constructeurs de bâtiments neufs et de se dire, ben voilà, j'ai un bâtiment, j'ai mis des objectifs, des contraintes pour le choix des matériaux et je ne sais pas quelle est l'évolution de la qualité de l'air ensuite en exploitation. Donc, ça lui permet d'avoir un outil de suivi de ces évolutions, à la fois à réception, puis au moment de l'exploitation, donc avec le lien lié à l'aménagement des locaux, mais également lié aux émissions liées à l'activité humaine.
Ensuite, on a aussi la possibilité pour les bureaux d'études et les bureaux de contrôle d'aller faire des recherches sur l'optimisation des sources. Moi, je voulais faire un petit focus. Alors, vous allez avoir 2-3 présentations sur des monitorings qui ont été réalisés dans des bâtiments en exploitation, mais rénovés ou fraîchement construits. Et 2 types de vues. La première que vous voyez actuellement, c'est une vue qui a été réalisée à partir d'indicateurs. La donnée, elle est importante, on le verra après, si on lui donne un sens. L'activité que nous avions, je dirais que c'était quasiment 60% de notre temps. C'était à la fois, on avait la partie qualification des capteurs, mais également derrière, la donnée, qu'est-ce que j'en fais, comment je la traduis pour mon client final. Donc ici, l'objectif, c'était de donner un moyen de suivi à l'exploitant de la qualité de sa ventilation. Donc l'exploitant, il faut bien imaginer qu'il n'a pas qu'un seul bâtiment, il y en a plusieurs. Dans chaque bâtiment, on peut imaginer un réseau de capteurs. Si on lui communique un nombre incalculable de courbes, il ne va pas forcément avoir la compétence pour les analyser. Donc, les courbes, on les traduit sous forme d'indicateurs colorés. Alors après, les seuils, on les définit soit avec lui, soit en fonction de la réglementation. Ça va dépendre des capteurs qui ont été choisis et de l'objectif visé. Ici, vous avez 2 vues. Une vue sur le dioxyde de carbone et une vue sur les composés organiques volatiles légers qui ont été suivis pendant 1 mois dans une salle de classe, dans un lycée BBC, fraîchement rénové. Donc, je crois que c'était en septembre, tout début septembre. On a calculé les indicateurs sur une plage de fonctionnement de la centrale de traitement de l'air, mais également sur une plage de présentiel, avec une estimation du temps d'exposition des personnes au-delà d'un certain seuil. Ces seuils ont été définis selon la réglementation, comme je le disais, ou en fonction des besoins visés. On voit quoi? On s'est rendu compte que dès le démarrage, on avait un souci au niveau de l'accumulation des dioxydes de carbone. Je peux vous dire que la courbe, heureusement qu'on ne l'a pas présentée ni aux occupants, ni aux membres du CSE s'il y avait besoin, parce qu'on était au-delà des 5000 ppm au cours de la journée. Pourquoi? Parce qu'on s'est rapidement rendu compte que la carte électronique de fonctionnement de la CTA était défectueuse. Donc, ils ont pu intervenir rapidement pour remettre en fonctionnement la CTA. Et on a bien effectivement observé une amélioration notable de la concentration en dioxyde de carbone au cours du temps. Sauf que la CTA était coupée nuit et week-end. Et là, on voit bien l'accumulation des composés organiques volatiles la nuit, pour le samedi et le dimanche, et pour le week-end, pardon. Et on se rend compte que la ventilation est tout à fait efficace pour évacuer en cours de la journée le dioxyde de carbone et les composés organiques volatiles, mais reste inefficace pour les évacuer le week-end. Si nous n'avons effectivement pas de présentiel le week-end, la situation est tout à fait correcte pour les occupants, mais par rapport aux propriétaires du bâtiment, il peut se dire effectivement, écoutez, les matériaux qui ont été choisis pour la construction de ce bâtiment continuent d'émettre au cours du temps, et si on continue ce monitoring dans le temps, il pourra observer une décroissance de ces composés au cours du temps. Donc, on voit bien l'intérêt ici de ce suivi pour ces deux polluants types, parce que ce suivi leur a permis de constater une dégradation donc, de la carte électronique de la CTA pour cet espace, et donc une maintenance curative efficace qui leur a permis derrière d'améliorer de manière convenable la concentration de ces différents polluants. On peut passer à la slide suivante. Il y a peut-être il manque un... Voilà. Donc, un autre slide. Là, typiquement, on a un suivi pareil au cours du mois dans une salle, dans un open space, dans un bâtiment tertiaire en exploitation. On se rend compte que si la ventilation était asservie avec un capteur de CO2, on serait dans une activité, comment dire, dans un environnement tout à fait respectable vis-à-vis des seuils qu'on s'était fixés. Donc, les seuils fixés étaient ceux définis par le règlement sanitaire départemental. On est toujours sur des indicateurs calculés sur le présentiel des occupants. Mais on se rend compte, avec le suivi des composés organiques volatiles légers et totaux, que la ventilation est inefficace pour évacuer les polluants émis à la fois par les activités humaines, mais également par le bâtiment. On peut passer à la slide suivante.
Donc, on a accompagné l'exploitant pour améliorer les conditions de ventilation et on s'est rendu compte qu'au cours du temps, qu'on avait une amélioration notable de ces différents paramètres. Je vous ai mis la photographie de la courbe d'évolution des composés organiques volatiles légers au cours du temps. On se rend compte vraiment ici de la décroissance de ces composés liés à l'amélioration de l'efficacité de la ventilation. Donc cet outil a vraiment permis à l'exploitant d'optimiser la ventilation et à l'issue de cette phase de surventilation pendant 3 mois, il a pu revenir à un état nominal de programmation de sa ventilation. Et on se rend compte ici, dans ce cas de figure-là, que si on avait eu vraiment une CTA uniquement asservie avec un capteur de CO2, on n'aurait pas pu voir, observer l'accumulation des polluants tels que les composés organiques volatiles légers ou composés organiques volatiles totaux, donc cette charge globale en composés organiques volatiles qui était vraiment présente dans ces différents espaces. On va passer à la slide suivante. Ici, c'est plutôt pour vis-à-vis d'un bureau de contrôle ou d'un bureau d'études qui est informé de problématiques sanitaires par rapport à des sources émettrices ponctuelles, où les capteurs vont nous permettre d'identifier les plages de présentiel de ces pics d'émissions. Donc, typiquement, on peut voir sur la vue supérieure, on a des émissions fortuites tous les soirs liées aux activités de maintenance dans une salle. Donc, derrière, soit on travaille sur les produits d'entretien, mais on peut également travailler sur maintenir une ventilation efficace pendant ces périodes de maintenance, de manière à permettre au personnel de nettoyage de ne pas être impacté par leurs activités. La vue ensuite, merci Nathalie. Cette vue nous permet de suivre au cours du temps l'accumulation des polluants la nuit et le week-end. Ça permet également de se dire, si jamais on a un souci, ça nous est arrivé, sur des réactions, typiquement un urticaire géant qui a été déclenché par une personne, et on a essayé de rechercher quelle était l'origine de cette urticaire. Et avec le monitoring, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une accumulation très importante de certains polluants la nuit et le week-end. Donc, ça nous a permis de mettre en place des systèmes de prélèvement actifs de manière ciblée sur le week-end et de voir ainsi, d'identifier les polluants qui étaient à l'origine de cette accumulation et de pouvoir vraiment cibler derrière, rechercher les matériaux en cause qui étaient liés à, donc voilà, qui étaient en cause, liés à cette problématique sanitaire. Je voudrais donc attirer votre attention sur que doit-on transmettre à nos clients. Quelle est la cible? Quel est l'enjeu de la mesure? Est-ce qu'on est sur du monitoring long terme? Si c'est du monitoring long terme, on se rendra vite compte que la courbe en elle-même, elle a un sens quand on va rechercher uniquement un événement ponctuel, mais que pour un exploitant qui va exploiter différents bâtiments avec différents espaces, ce n'est pas le traitement de l'information est très compliqué. L'utilisation d'indicateurs est pertinent. Par contre, il y a un vrai travail derrière. Comme je vous l'expliquais au tout démarrage, c'est plus de 60% du temps de recherche et de développement des indicateurs. Qu'est-ce qu'on met derrière? Comment on traite l'information? Quel seuil est-ce qu'on va imposer? La donnée, elle a une importance si on lui donne un sens. Et c'est vraiment sur ce sens qu'il faut impérativement travailler avec tous ces réseaux de microcapteurs. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci Valérie. Une question qui a été posée, en particulier donc, sur la ventilation. Quand vous avez modifié les paramètres de ventilation, est-ce que c'était ponctuel, c'est-à-dire pour chasser finalement les polluants qui s'étaient accumulés, ou est-ce que c'est une modification pérenne de la ventilation, c'est-à-dire que vous avez modifié les paramètres de manière plus prolongée en fait? Alors, dans le deuxième cas de figure, c'était vraiment pour accompagner l'exploitant sur les premiers mois d'existence du bâtiment. Donc, on a travaillé avec lui sur la surventilation du bâtiment pendant 3 mois. Et ensuite, on a retrouvé le mode nominal, donc avec des arrêts nuit et week-end.
Et on a comme ça travaillé avec lui pendant à peu près 1 mois pour caler caler effectivement les débits, les registres de la CTA dans les différents espaces qui étaient monitorés. Et Valérie, il y a une autre question. Oui. En fait, quels étaient les critères de choix des capteurs que vous avez utilisés? Vous avez montré des résultats donc, qui sont très intéressants parce que ça montre l'intérêt d'utiliser ces capteurs pour suivre l'évolution et pouvoir prendre des décisions, des actions correctives. Mais pour choisir ces capteurs, quels étaient vos critères? Sans forcément donner la marque, mais quels étaient vos critères de choix? Alors, à l'origine, les critères de choix, il y avait beaucoup moins de capteurs qui existaient à l'origine. Je dirais que maintenant, quand on reprend la présentation de Pascal, vous avez effectivement tout un panel de capteurs. On va vraiment les choisir en fonction de l'enjeu de la mesure. Donc, les capteurs de CO2, je serais très honnête en disant qu'ils se valent tous. Donc, là-dessus, je pense qu'il n'y a plus de souci. Au niveau des capteurs composés organiques volatiles légers ou totaux, il faut être très vigilant. Comme l'a bien signalé Pascal, on peut avoir des dérives dans le temps, des capteurs qui vont s'oxyder ou qui ne vont plus être aussi pertinents au cours du temps. Il faut vraiment avoir une vigilance par rapport à cela et avoir vis-à-vis des fabricants un retour d'expérience et une étude de robustesse. Donc ça, le manuel, la note de cadrage HQE le mentionne bien. Vous devez vraiment solliciter vos fournisseurs pour que vous soyez en confiance par rapport à la spécificité des capteurs qu'ils peuvent vous fournir. Ici, on était à la fois sur des capteurs semi-conducteurs et à la fois sur des capteurs électrochimiques. Mais on voit bien que les deux nous ont apporté ces informations tout à fait pertinentes. Après, je serai vigilante sur la durée d'utilisation de ce type de capteur dans le temps. Donc, vraiment avoir des points, des jalons de vérification réguliers pour être sûr qu'ils n'ont pas dérivé dans le temps. Question Valérie également, alors plus précise sur les mesures que vous avez présentées, le pas de temps des mesures, là on rentre dans le détail, le pas de temps que vous avez utilisé, et également est-ce que c'était de la lecture directe ou au contraire une base de données qui était ensuite traduite en termes d'interprétation? Donc là, on était, pour tous les capteurs, on était sur c'était une remontée d'informations seconde, moyennée toutes les 10 minutes. Donc c'était un point de moyenne mais une moyenne sur les 10 minutes qui était remontée donc une fois par jour au niveau du serveur. Donc la balise enregistrait, accumulait l'intégralité des datas et remontait ces datas une fois par jour. Après, quand on était sur plutôt des modes recherche de sources ponctuelles, là où on a besoin d'une réactivité plus importante, on pouvait la balise permettait de communiquer de manière beaucoup plus fréquente au serveur pour pouvoir avoir ces datas de manière plus régulière. Très bien, merci Valérie. En fait, tous ces éléments sont précisés dans la note de cadrage, dans la première et seconde partie, où on précise par rapport au capteur ces différents éléments pour permettre justement d'avoir une interprétation des données. L'objectif, je rappelle, de la note de cadrage était quand même dans le sens du pilotage de la qualité d'air dans un bâtiment, mais on peut aussi utiliser ces capteurs pour de la sensibilisation des personnes. Mais là, il faut être peut-être prudent parce que la lecture directe, peut-être Valérie, vous allez vous exprimer là-dessus, la lecture directe de valeurs qui sont données de manière ponctuelle, je pense que l'intérêt des capteurs, c'est de suivre dans le temps l'évolution de tel ou tel paramètre, plutôt que d'avoir une lecture très ponctuelle qui ne veut pas dire forcément grand-chose au moment où on la lit. Oui, je vous rejoins parfaitement sur ce sujet. C'est pour ça que je dirais que l'analyse qu'on doit faire, c'est vraiment quel sens on va donner à la donnée et comment on va la communiquer. Si on a une visée plutôt exploitant, donc on va plutôt être sur des indicateurs, puisque comme je disais précédemment, gérer un nombre incalculable de courbes, ça devient très très compliqué. Si on vise plutôt le propriétaire d'un bâtiment, on va également pouvoir être sur des indicateurs. Après, si on est plutôt pour un bureau d'études ou un bureau de contrôle, on sera peut-être plus sur des systèmes de courbes. Après, si on est sur l'occupant,
qu'est-ce qu'on va lui communiquer pour qu'on est quand même sur des données avec potentiellement un impact sanitaire. Il faut être extrêmement vigilant. On peut s'imaginer avec des indicateurs, sauf que ces indicateurs ont différents stades. Moi, j'avais choisi des couleurs classiques comme on peut rencontrer par rapport aux différents indicateurs qu'on va avoir dans d'autres cas de figure, ou du vert qui va du vert au rouge. Alors, on imagine toujours que le rouge, il y a un risque sur la santé, donc comment on communique, on peut très bien changer les couleurs en passant du bleu ciel au bleu foncé, mais ça n'empêche. Il faut vraiment, quand on veut communiquer ce type d'informations à l'occupant, avoir vraiment travaillé avec, je dirais même avec eux, les avoir intégrés en amont de la démarche pour qu'eux-mêmes soient sensibilisés et puissent communiquer aux autres occupants sur l'intérêt de la démarche et qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce qu'on doit interpréter la donnée. Donc, il y a une grande vigilance à avoir sur l'interprétation et la communication des données issues de ce système. Très bien, merci beaucoup Valérie. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Charles Ponel, donc de Veolia Office. Jean-Charles, vous allez présenter vous-même également des retours d'expérience en exploitation et en particulier un travail intéressant qui a été fait sur une année avec un démonstrateur et vous allez montrer comment l'utilisation de ces capteurs, on a pu les suivre finalement au cours du temps dans un bâtiment. Une petite question, mais peut-être on reviendra avec Jean-Charles sur les mesures des SOV, mais peut-être on reprendra ce point-là avec Jean-Charles. Jean-Charles, je vous donne la parole pour présenter vos données. Je voulais simplement signaler, en attendant que Ludovic Marchini, malheureusement, est souffrant et n'a pas pu se joindre à nous, mais il avait quelques diapositives et donc à la suite de Jean-Charles, je pourrais dire quelques mots puisqu'on a échangé sur le sujet, où lui, il a utilisé des capteurs plutôt au moment de la réception d'un bâtiment neuf. Donc, je pourrais tout à l'heure dire quelques mots sur sa présentation et je regrette qu'il n'ait pas pu se joindre parmi nous ce matin. Jean-Charles, vous êtes là? Oui, tout à fait. Bonjour. Merci. Je vous donne la parole, Jean-Charles. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Charles Ponel, responsable développement qualité d'air au sein d'Office, référent technique au sein d'Office sur la qualité de l'air intérieur. Je suis aussi évaluateur technique pour le COFRAC pour évaluer les autres laboratoires dans le domaine de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air dans les ERP. Ça fait 25 ans que je travaille sur la qualité de l'air intérieur. Donc, Office fait partie du groupe Veolia. Office fait partie du groupe Veolia et donc Office est la filiale ingénierie sanitaire du groupe où on travaille notamment sur tous les fluides dans le bâtiment et l'eau et l'air et l'énergie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un certain nombre de retours d'expérience, notamment un démonstrateur qu'on a monté avec ICAD sur des capteurs, des capteurs pour des mesures en continu de la qualité de l'air sur un an. Donc, on a testé un certain nombre de capteurs avec AirParif au départ, avec AirLab d'AirParif. Testé une quarantaine de capteurs de mesure en continu. Et on a sélectionné 2 qui nous paraissaient convenir à une expérimentation sur un bâtiment. Les 2 capteurs qu'on a testés, on a décidé de les tester sur un an sur un bâtiment en doublant chaque capteur et les capteurs de 2 marques différentes côte à côte. Je ne peux pas vous donner les marques du capteur, mais bon, c'est intéressant de voir un peu comment ça fonctionne et ce qu'on peut en tirer. Donc, les 2 capteurs ont été mis en parallèle donc pour déjà tester leur robustesse et leur répétabilité entre chaque marque et d'une marque à l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait sur chaque bureau, il y avait donc 4 capteurs, 2 capteurs de marque identique et 2 autres capteurs de marque identique. Ces capteurs ont été posés pendant un an et on a pu déceler un certain nombre de choses. Déjà, la fiabilité, la robustesse de chaque capteur. On revient sur la slide d'avant. Donc, évaluer la fiabilité et la mesure des différents capteurs, éventuellement détecter des événements, comment les détecter et comment les définir. Un événement, ça peut être un pic de 5 minutes ou alors un pic plus long. Un pic de 5 minutes, ça va être compliqué à détecter. Enfin, on peut les détecter, mais les interpréter, c'est plus compliqué. Donc, savoir un petit peu comment détecter des événements, par exemple pour le ménage, le taux d'occupation, des travaux de rénovation, des choses comme ça. Ensuite, on va pouvoir essayer de gérer les installations, la ventilation,
en fonction des événements qu'on mesure ou alors en fonction de la qualité de l'air qui a été mesurée sur un pas de temps défini. Et puis après, on a travaillé aussi sur la perception des occupants, savoir si on pouvait corréler la qualité de l'air avec des plaintes des occupants. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc déjà, comparaison des capteurs par paramètre entre. Donc on voit la première fenêtre, c'est un peu petit, mais les premières courbes, ce sont les courbes de CO2. Comme on voit, la répétabilité et la reproductibilité des mesures est bonne, hein. Les 4 capteurs ont le même signal de 2 marques différentes et entre les marques intercomparaison et intracomparaison. Au niveau température et humidité, pareil. Au niveau des particules, on a pu comparer qu'on avait à peu près les mêmes évolutions, sachant que les paramètres de mesure n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il y en avait qui étaient mesurés en microgrammes par mètre cube et l'autre qui était mesuré en comptage. Donc, on pouvait déceler quand même un peu de différence, mais on a les mêmes tendances. Donc, ce qui compte vraiment dans la mesure en continu, on est plus sur la variation au niveau des mesures plutôt que la valeur vraie, hein. La valeur vraie, on va la mesurer avec des mesures normalisées, des mesures qu'on va faire au minimum une fois par an pour vérifier un petit peu la qualité de l'air dans le bâtiment et comparer aux valeurs sanitaires. Les capteurs en continu, c'est plus pour avoir une dynamique du bâtiment. Et ce qu'on voit aussi, donc les courbes là à gauche, tout en bas, là, en dessous du numéro 33, ce sont les courbes de COV totaux. Et là, par contre, on voit une différence entre les deux capteurs au niveau de la dynamique. On a un peu des tendances équivalentes, mais on se rend compte quand même qu'il faut bien connaître ces capteurs de COV parce qu'ils ne vont pas mesurer forcément le même spectre de COV. Et donc, il faut bien connaître son capteur et aussi être vigilant sur la dérive de ce type de capteur au niveau des COV. On peut passer sur le slide suivant. Donc, au niveau du démonstrateur, on a pu voir que les températures, humidité, CO2, les capteurs mesurent des niveaux quasi similaires. Les COV totaux, il fallait être vigilant puisqu'on a mis en évidence une dérive. Vous voyez au niveau de la courbe ici, on voyait que sur un mois, on voyait, enfin c'est même sur plus qu'un mois, sur 2-3 mois, on voyait petit à petit la courbe descendre, la tendance descendre, et on faisait des mesures dans le démonstrateur tous les mois avec des tubes passifs, et on a pu voir que ce n'était pas une amélioration de la qualité de l'air. Les mesures de CO2 totaux en tube passif ou en actif étaient équivalents, mais plutôt une dérive du capteur. C'est-à-dire que le capteur se charge au niveau des COV, au niveau de sa cellule active, et donc la réponse diminue. Donc les CO2 totaux, il faut être relativement prudent. Et au niveau des particules, les particules, on avait des niveaux assez proches avec une forte corrélation. Mais par contre, il faut être vigilant au niveau des capteurs, c'est que parfois, ils donnent des PM2,5, parfois des PM10, parfois des PM1 et parfois du comptage. Donc, en fonction de ce qu'on mesure, et je vais vous montrer quelques exemples aussi au niveau des particules. Si on mesure les PM10, par exemple, la concentration particulière va être plutôt liée à l'activité humaine, et si on mesure des particules très fines, on sera plutôt influencé par la pollution atmosphérique. Donc, les mesures en continu ne se substituent pas aux mesures ponctuelles normées, hein, notamment pour les COV, mais ça nous donne une dynamique, un film en fait du bâtiment, et savoir discriminer entre la partie activité humaine et la partie bâtie. On peut identifier des événements de pollution particulière en cas de déficit de filtration ou d'ouverture des fenêtres. Enfin, on peut voir pas mal de choses, pas mal d'événements en particules. On peut aussi caler l'optimisation des plages de fonctionnement des CTA. Là, en l'occurrence, on a vu que les CTA étaient démarrés un peu tardivement et qu'on avait encore un reliquat de COV au niveau des locaux pendant l'occupation humaine. Et donc, on a pu caler le démarrage des CTA. Et inversement, on peut aussi savoir si on ne peut pas faire des économies d'énergie et passer un peu en mode un peu plus de recyclage au niveau des locaux sans dégrader la qualité de l'air.
les points de vigilance qu'on a vus aussi, c'était la remontée des données. On avait quand même un certain nombre de pertes de remontée de données sur une année. Donc ça, c'est bien de mesurer, mais si on ne récupère pas les données facilement, c'est compliqué aussi. Et aussi d'impliquer on a eu une difficulté aussi d'impliquer les occupants du bâtiment. Au départ, ils étaient très intéressés. Après, avec le temps, ils s'étaient habitués et puis ils y pensaient plus trop et on n'avait plus du tout de retour de problèmes ou de plaintes. Alors, c'est plutôt bon signe aussi. Ça veut dire aussi qu'ils savaient que le bâtiment était sous contrôle et ils ne se posaient plus la question de la qualité de l'air au niveau du bâtiment. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu 2-3 exemples de mesures en continu et ce qu'on peut en tirer. Le premier exemple, c'est sur un bâtiment, c'était un collège BBC qui était tout neuf, qui était mis en service dans une salle de classe. On se rend compte qu'on avait un gros problème de ventilation puisqu'on arrivait à des valeurs, on arrivait à l'écrêtement du capteur, c'est-à-dire que le capteur, il mesure entre 400 ppm et 5000 ppm. Et là, on arrivait à des valeurs qui étaient au-delà de 5000 ppm. On voit le petit creux au niveau de la courbe, au niveau de l'heure du déjeuner, c'est-à-dire qu'on passait de plus de 5000 à 4500, donc le bâtiment était complètement étanche. La valeur qu'on voit entre les deux pics, là, c'est le week-end. On se rend compte qu'il fallait 48 heures pour revenir à la valeur initiale de l'air extérieur. Donc là, on a un gros problème de confinement. Et si ce n'est pas travailler en amont au niveau de la conception du bâtiment, travailler sur la ventilation et ne pas faire que travailler sur les économies d'énergie, on se retrouve avec des bâtiments complètement étanches, sans ventilation et qui accumulent les polluants. A contrario, on peut avoir en dessous une ventilation double flux, on détecte bien les variations d'occupation, mais on ne dépasse jamais les 1000 ppm de CO2. Et là, on a un fonctionnement normal d'un bâtiment. La slide suivante. Alors là, déjà Valérie en a parlé un petit peu sur les valeurs liées au bâti et au COV totaux et en fonction de la ventilation. Ce qu'on voit en violet, ce sont les plages de fonctionnement des CTA. On avait fait des mesures en fait avec des tubes passifs au niveau du bâtiment. On s'était rendu compte que les COV totaux avaient une moyenne relativement élevée, avec notamment pas mal de xylène et d'autres terpènes au niveau du bâtiment. Et on était quand même relativement inquiet par rapport à l'exposition des occupants. Donc, on a mis un capteur en continu sur une semaine sur le site. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fonction de la plage de fonctionnement des CTA, on a des valeurs extrêmement faibles en COV totaux quand la ventilation fonctionne. C'est-à-dire que l'exposition des occupants a été surévaluée avec les tubes passifs et que finalement, c'était relativement rassurant par rapport à l'exposition des occupants, puisque en mode de fonctionnement normal avec une ventilation qui fonctionne et un démarrage des CTA suffisamment tôt, c'est-à-dire vers 6 heures du matin, quand les occupants arrivent dans le bâtiment, eh ben, ils ne sont pas exposés au COV. Slide suivant. Donc là, à contrario, là c'est pareil, là on est typiquement l'effet miroir entre le CO2 et les COV totaux, COV légers, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'au niveau de ces slides, de ces courbes-là, on se rend compte que quand le CO2 est bas, les COV augmentent, c'est-à-dire la nuit, hors activité, donc hors ventilation aussi. En revanche, en période d'activité, les CO2 augmentent, mais les COV diminuent. Slide suivant. Là, c'est le contraire. Quand on corrèle les COV légers, par exemple, et les CO2, on voit que l'augmentation des COV est liée à l'activité humaine, puisque la variation est liée des COV légers ou totaux, et en parallèle avec la variation des CO2. Et ce qu'on voit aussi, si on a fait des événements aussi, un changement de moquette dans une pièce, on se rend compte que les COV totaux augmentaient en fonction du type d'activité. La slide suivante. Alors là, c'est intéressant aussi, c'est par rapport aux particules. Quand on fait des mesures avec deux compteurs de particules en continu
Voilà, c'est une plage assez courte, mais c'est pour montrer un petit peu la dynamique au niveau des particules. Si on fait des mesures en PM10, c'est la courbe qui est en rouge, orangé. Hein. Donc, quand on ouvre les fenêtres, les PM10 diminuent. En revanche, les particules fines augmentent. C'est-à-dire que si on a un capteur qui mesure les PM10, on va avoir plutôt une indication de l'activité humaine. Si on a un capteur qui mesure les particules fines, on va plutôt avoir une indication de la pollution atmosphérique. Slide suivant. Ici, on a deux exemples aussi en mesure de particules en continu, entre un double flux et une simple flux. Voilà. Et donc, on voit là parfaitement que quand on a une ventilation en double flux avec une filtration, on régule la ventilation et la seule variation est liée à l'activité humaine avec des valeurs très faibles, tandis que quand on est en simple flux sans filtration, on se rend compte que le bruit de fond est beaucoup plus élevé et que le bruit de fond est plutôt lié à la pollution atmosphérique. Voilà un peu ce que je pouvais donner comme type d'exemple. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Jean-Charles. En fait, oui, Jean-Charles? Oui, je vous entends. Oui. Merci beaucoup de ces différents exemples. Alors, bon, vous avez montré en fait tout l'intérêt des capteurs, mais aussi vous avez montré leurs limites, hein, notamment avec le démonstrateur sur une année, et en particulier sur certains types de paramètres comme les COV. Et donc, ceci sous-entend que d'abord, on ne peut pas se contenter que d'un seul capteur, parce que vous montrez que le capteur CO2, certes, montre l'occupation humaine, la présence humaine, mais qu'il y a d'autres sources, évidemment, de pollution à l'intérieur, et que l'intérêt, c'est d'avoir d'autres capteurs qui mesurent d'autres types de paramètres pour avoir une idée globale de la qualité de l'air et on ne peut pas se contenter uniquement d'un capteur CO2. Je pense que vous serez d'accord avec moi et vous avez démontré qu'avec le capteur COV, on montre ou les particules, on montre bien la différence entre les différents capteurs et donc l'intérêt en fait d'avoir, comme on le dit dans la note de cadrage, différents capteurs pour détecter différents types d'événements liés à des sources de pollution. Alors, également, vous attirez l'attention sur eh bien, certains capteurs de COV, vous avez montré avec le démonstrateur, qui au bout d'un certain temps finissent, si je puis dire, par s'épuiser. Donc, il me paraît important aussi de savoir tout ça. Et donc, c'est pour cette raison que dans la note de cadrage, on donne toutes ces informations pour faire un choix de capteurs et savoir également comment les utiliser dans tel ou tel type de situation. Alors, je ne sais pas si j'ai vu ce qui est quand même très important aussi, c'est d'arriver à corréler les différents paramètres. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'en corrélant le CO2 et les COV, par exemple, on peut discriminer entre le bâti et l'activité humaine et caractériser la source de pollution, en fait. Oui. Alors, il y a une question justement qui rejoint ce que j'étais en train de dire, c'est avez-vous analysé pourquoi les COV totaux ont des tendances inverses au CO2? Justement, quand on a des tendances inverses, c'est que quand le CO2 augmente, c'est qu'on est en activité humaine et c'est que la ventilation fonctionne. Donc les COV sont éliminés. Mais en revanche, la nuit, le CO2 est bas parce qu'il n'y a pas d'activité humaine, mais la ventilation est à l'arrêt. Et donc là, ça veut dire que la source de COV, c'est les matériaux, ce n'est pas l'activité humaine. Contrairement à ce que je vous ai montré aussi dans certaines courbes, où là, il y avait l'utilisation de gel hydroalcoolique, où du coup, les COV légers augmentaient en activité humaine, puisque c'était lié à l'activité. J'ai une question aussi, alors cette fois-ci qui concerne les particules. Pour les courbes PM, CO2 et lien avec les systèmes de ventilation, pouvez-vous nous préciser dans quel milieu est faite cette corrélation? Résidentiel, tertiaire, école? Là, le simple flux, c'était dans une école. Les deux, c'était c'était deux crèches, en fait. Il y a une crèche double flux, une crèche simple flux. D'accord. Et c'est là que vous avez montré les variations voilà, c'est ça. entre les deux. Très bien.
Merci beaucoup, Jean-Charles. Alors, je vais prendre la parole maintenant pour dire quelques mots sur la présentation de Ludovic Marchini. Alors, Ludovic fait, partie donc de Vinci Construction. Il est ingénieur développement donc de solutions au pôle performance. C'est un participant également très actif dans notre groupe de travail. Et donc, bon, nous avons échangé ces derniers temps par rapport à sa propre expérience de l'utilisation de capteurs, mais cette fois-ci au moment de la réception des bâtiments. Alors, si vous pouvez passer la diapo suivante, Nathalie. Voilà, et donc, bon, lui, il nous rappelle aussi donc, la notion de communication et de sensibilisation des acteurs hein, du bâtiment. Et donc, il est pour lui, donc, durant l'acte de construire, il était compliqué de communiquer. Et donc, l'instrumentation dynamique eh bien, permet justement d'avoir des informations beaucoup plus claires sur les différents polluants qu'on peut mesurer. Et donc, ça peut rendre compte de l'influence des activités sur le chantier. C'est effectivement intéressant de suivre cette évolution, les tendances de différents paramètres que l'on peut mesurer, et en particulier donc par rapport aux activités elles-mêmes du chantier, des émissions des matériaux et de l'efficacité des systèmes qui sont utilisés, notamment une éventuelle ventilation. Et donc pour lui, grâce à ces microcapteurs, ceci lui permettait d'être proactif et donc avoir un dialogue plus construit avec les clients. Ça permet aussi donc de sensibiliser, de communiquer aussi avec des enregistrements, et donc ça permet disons d'aider les différents personnes qui travaillent sur le chantier d'avoir ce type d'informations en direct. Vous savez qu'il existe aussi des formations sur les chantiers dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Et je pense que dans ces phases de sensibilisation, de communication, l'utilisation des microcapteurs peut être tout à fait intéressante. Je ne sais pas s'il y a une diapo suivante. Voilà, et donc l'interprétation de ces données et qu'est-ce qu'il fait finalement de ces résultats. Alors c'est donc cette dynamique, l'étude des variations de ces différents paramètres sur les chantiers avant une campagne et pendant une campagne. Alors, en fait, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment de la réception, on peut faire une campagne d'une semaine, mais pendant la campagne, on peut être amené à ajouter des capteurs pour suivre l'évolution, donc et pas uniquement avoir des valeurs intégrées sur une semaine, mais ça peut être aussi le cas avant de faire la campagne de mesure qui est proposée donc, dans les protocoles. Et donc, ça permet donc de mettre en place donc, des actions correctives si nécessaire, avec des moyens supplémentaires, par exemple, de surventilation. Et tout à l'heure, dans l'exploitation, on voyait bien l'intérêt aussi et le rôle de la ventilation. Donc, sur le chantier, en faisant de la surventilation, on peut améliorer. Ça peut être aussi des décalages de planning. Et puis, ça permet aussi donc de pouvoir interpréter au mieux les campagnes de mesures qui sont faites sur une semaine et comprendre à quel moment il y a un problème donné au cours de cette semaine de campagne de mesure. Donc, ça permet d'analyser, comme on l'a vu tout à l'heure, à la fois en exploitation, mais aussi sur le chantier, de manière plus fine, les tendances de ces paramètres. La suivante. Voilà, alors, donc la note de cadrage sera disponible en ligne. Je pense que Nathalie, elle l'est déjà, non, il me semble. Et oui, Nathalie? J'ai mis le lien directement vers le document dans le chat. Je vais le remettre. Mais oui, elle est depuis ce matin. Très bien. Alors, j'avais une question qui s'adresse peut-être à Pascal par rapport aux travaux de normalisation en particulier. Alors, Pascal est revenu. Pascal, tu es là? Je suis revenu, désolé. En fait, Il y a eu un petit souci au moment de ta conclusion, mais comme la diapo était présentée et que tu terminais, il n'y a pas eu de souci. Alors, on nous pose la question, existe-t-il un guide consommateur pour les capteurs?
Alors, Ah, tu peux peut-être nous dire, Pascal, ce fascicule de documentaire qui va être fait par la FNOR, peut-être tu peux préciser finalement ce cadre d'un fascicule de documentation et voilà, et qu'est-ce qu'il y aura, enfin, est-ce que ça peut pas s'assimiler à un guide de alors, consommation? je dirais que l'objectif d'un fascicule documentaire, c'est de faire un petit peu le point sur là où on en est par rapport à un sujet particulier. Là, c'est le sujet des capteurs. Et effectivement, ça peut être assimilé dans ce cadre-là à un premier guide qui va conseiller, en fonction des usages qu'on veut avoir, ben, quel type de capteur ou de système capteur il est préférable d'utiliser pour arriver en fait à avoir la bonne information. Donc, tout à fait, ça correspond bien à un guide. C'est pas une norme, hein. Oui, bien C'est- sûr. Et sa date de publication, elle est prévue pour quand? Alors, le groupe travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois déjà et se réunit quasiment tous les mois ou toutes les 6 semaines pour avancer. L'objectif, c'est de terminer pour la fin de l'année. D'accord. Et en tout cas, il y aura entre-temps la note de cadrage que nous venons de publier. Tout à fait. Parce que je voulais... Oui, Oui, pour compléter, sachant que les travaux qui sont réalisés sur ce fascicule concernent tous les compartiments. Je dirais que ce n'est pas focalisé air intérieur ou air extérieur. Comme je le précisais au début, le seul compartiment qui est exclu, c'est tout ce qui concerne les atmosphères de travail, en fait. alors, Pascal, je voulais te poser une question aussi, parce que dans une de tes diapos, et on n'a pas eu de question là-dessus, tu as présenté les 3 classes de données. Est-ce que tu peux revenir sur ce point-là? Et en particulier, donc, c'est par rapport à l'interprétation des données. Je voudrais Oui, oui. préciser ce point-là pour nous mettre dans la situation de la note de cadrage et donc de l'utilisation des capteurs. Comment on peut en fait classer les données qu'on obtient? Ce sont des données qui donnent des tendances, mais peut-être tu peux préciser ce point-là. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe de travail européen travaille exclusivement sur les problématiques d'air extérieur. Et dans ce cadre-là, il se focalise en fait sur ce qui existe dans la directive européenne qui fait état en fait des performances à atteindre pour les instruments de référence. Et l'idée de cette classification, c'est dans certaines conditions, voir si on peut utiliser les capteurs de classe 1 pour pouvoir compléter, voire remplacer les instruments de référence. Et pour ça, il faut plusieurs conditions. Alors, je ne peux pas détailler par rapport à chacun des paramètres parce que en fonction des paramètres qui vont être mesurés, ce n'est pas exactement les mêmes pourcentages qu'on va retrouver. Mais je dirais que la philosophie, c'est si on est dans une zone où les niveaux de concentration ne sont pas trop élevés par rapport aux valeurs seuil à ne pas dépasser, donc le pas trop élevé, c'est de l'ordre de 50%, inférieur à 50%, on peut utiliser des microcapteurs pour faire de la surveillance. Et si ces microcapteurs sont de classe 1, ont donc, je dirais, un écart par rapport aux valeurs de référence qui est compris dans une certaine zone, ben, ces valeurs peuvent servir comme les instruments de référence. C'est un petit peu la philosophie en fait de ce texte. Et du coup, on a une information qui reste pertinente. Pour les capteurs de classe 2, on est un petit peu dégradé, mais on conserve cette information pertinente. Les classes 1, 2 et 3, dans le cadre de ce texte, ne sont, à mon avis, pour l'instant, pas applicables à l'air intérieur. Je pense qu'il faut réfléchir à quelque chose d'autre, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques, on ne va pas avoir les mêmes seuils, on n'a pas forcément exactement les mêmes espèces à surveiller. Alors, on pourrait dire quand même que les données qui sont fournies par les capteurs que nous signalons dans cette note de cadrage, ce n'est pas pour comparer avec des valeurs de référence, hein, oui, c'est ça. C'est pas par rapport à un aspect réglementaire. Je pense que ces capteurs donnent plutôt des tendances évolutives et c'est ce qui nous permet donc de suivre, comme on l'a montré dans les différents retours d'expérience. Mais en tout cas, on ne peut pas utiliser les capteurs que nous avons présentés dans notre cadrage pour remplacer finalement un analyseur de type qui donnerait des valeurs de référence réglementaires.
Non, non, je suis complètement d'accord avec toi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un capteur de classe 1, si on regarde le protocole, c'est quelque chose de très lourd quand même, hein. Oui, La phase d'essai, elle intègre des essais en laboratoire avec beaucoup de paramètres à regarder. Si jamais on satisfait en fait aux exigences, on va pouvoir passer sur le terrain. Sur le terrain, c'est 6 semaines en été, 6 semaines en hiver. Donc, ça veut dire que le processus de qualification, il est lourd, long et relativement cher en fait, hein, à mettre en place. Et oui, c'est pas l'objectif de la note de cadrage. oui, dans l'introduction d'ailleurs de la note de cadrage, nous faisons un tableau comparatif entre les analyses de référence par les compagnes de mesure et ce qu'apportent les capteurs. Voilà, pour bien montrer l'apport des uns et des autres. Mais les deux types d'études sont complémentaires. Une Tout à compagne de fait. mesure avec des analyseurs de référence, enfin, tels qu'on le fait selon des normes, et puis l'utilisation des capteurs, les deux sont tout à fait complémentaires, apportent des informations différentes, mais permettent quand même d'apprécier la qualité de l'air. On est tout à fait d'accord. Voilà. Est-ce que Jean-Charles, alors j'ai pas de question. Jean-Charles Oui, oui. ou Valérie, peut-être on peut Je remettre suis là, je suis là. de Valérie. Je suis là, oui, pas de souci. Alors, j'avais une question par rapport, c'est une question d'ailleurs qui a été posée tout à l'heure. Vous avez montré, et surtout Jean-Charles, quand vous comparez des capteurs entre eux. Hum. Alors ça, c'est important de rappeler ce point-là. Vous avez comparé, Jean-Charles, des Oui, capteurs de marques différentes dans oui, un même lieu. Et vous avez montré qu'il pouvait y avoir parfois des corrélations, mais parfois aussi des divergences, est-ce que je peux hum. dire comme ça, Tout à fait. entre des capteurs de marques différentes, qui ne mesurent pas tout à fait la même chose. Non. Et puis, donc ça, déjà, on peut dire que, attention, dans le choix des capteurs, la marque joue un rôle, et donc c'est pour ça qu'on a mis des spécifications techniques par rapport à ce qu'on veut mesurer. Ça, c'est le premier point, donc il me paraît important, parce que c'est parler d'intra et d'intercomparaison, hein, à un moment Tout à donné, fait. Jean-Charles. Hum. Et quand vous prenez maintenant deux capteurs, et la question se pose aussi à Valérie, quand vous prenez deux capteurs de la même marque, est-ce qu'il y a des différences finalement qu'on obtient entre des capteurs de la même marque? C'est ce que j'avais montré là en intra, l'intra-comparaison. On n'était pas trop mal, mais bon, ça dépend quand même quand on met. C'est un test qu'il faut faire au départ quand on réceptionne des capteurs. Oui, Déjà tout les, à fait. déjà les mettre côte à côte et vérifier le signal et voir s'ils donnent la même chose. Si ce n'est pas le cas, leur envoyer au fabricant et qu'il en envoie un autre. Parce que si dès le démarrage, on n'a pas le même signal avec les différents capteurs de même marque, il y a un problème. Alors, Est-ce que ça peut être lié à oui, l'élément Valérie? sensible. Donc, ça veut dire qu'on teste normalement celui qui va intégrer l'élément sensible dans sa station. Normalement, il doit faire un test de l'eau sur ces différents lots de capteurs pour voir s'ils ont à peu près tous le même signal. Donc, normalement, derrière, ça devrait être bon. Donc, il est Ça fortement peut conseillé à être- l'utilisateur final de mettre les différentes stations de monitoring en parallèle pour pouvoir voir si le signal est identique. Mais En ça peut prenant arriver qu'on ait des défectuosité au niveau des capteurs, ça c'est sûr. bien Voilà. sûr. Et puis Donc, en prenant en compte 50% d'incertitude, hein, parce qu'on n'est pas dans des capteurs très précis. Donc, il Tout faut à qu'il y ait fait. la même dynamique, en fait. Ce qui bien compte, sûr. c'est ce que j'ai montré dans les courbes, faut qu'il y ait la même dynamique, en fait. Quand le signal augmente, tous les capteurs doivent augmenter au même moment. Alors, très bien, effectivement, je pense que c'était important de border, donc d'autant plus que ces capteurs vont être installés dans plusieurs parties du bâtiment. Tout à fait. Puisque quand on fait une campagne de mesure sur une semaine, nous avons mis dans nos protocoles les règles d'échantillonnage par rapport à des blocs homogènes. Et par rapport aux microcapteurs, nous avons dit également la même chose, d'installer plusieurs microcapteurs dans plusieurs endroits d'un bâtiment, surtout de grande hauteur. Et donc, il est important de vérifier, lorsqu'on réceptionne ces capteurs de la même marque, déjà de pouvoir les comparer, de s'assurer que les signaux correspondent bien et qu'on a le même type d'évolution. Voilà. Et évidemment, entre marques de capteurs, puisque je rappelle qu'en particulier pour les COV, qu'en fonction des marques de capteurs, on ne mesure pas forcément les mêmes familles de COV. Donc, on a attiré l'attention là-dessus. Et on a attiré aussi l'attention sur le fait que ces capteurs COV
ne permettent pas non plus d'avoir d'indication sanitaire parce qu'on mesure quelque chose qui n'est pas du tout en référence avec une mesure en laboratoire, avec des valeurs de référence. Alors, j'ai un exemple ici sur le démonstrateur, oui. où on a eu un pic de benzène à un moment donné et qu'on n'a pas du tout vu au niveau des mesures en continu. Tout à fait. Et en particulier, donc, il y a une question qui est posée. Alors ça, c'est une question qu'on n'a pas évoquée dans la note de cadrage. C'est l'asservissement des microcapteurs à la ventilation mécanique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pascal peut répondre aussi, Jean-Charles ou Valérie. En fait, est-ce que vous avez fait des travaux dans vos expériences, des asservissements? Alors, je ne dis pas, parce que nous, on a vu des résultats et on modifie la ventilation en fonction des résultats des capteurs. Là, on va un pas plus loin et on demande si les capteurs sont asservis en fait à la ventilation. Alors, on a fait ce type d'expérimentation de pilotage sur des écoles au Rincy, où on a asservi la ventilation aux mesures de COV et de CO2. Ça fonctionne plutôt pas mal, mais c'est plutôt le CO2 qui prime, c'est vraiment l'occupation. Le reste, c'est un peu compliqué, mais on peut asservir un petit peu la ventilation. Alors, je crois qu'il y avait aussi, je crois que c'était COV, c'était COV et CO2. Est-ce que c'est pas dangereux, entre guillemets, d'asservir uniquement avec le CO2 c'est pour ça qu'il y a les COV plus humaine, mais on risque d'avoir une accumulation de polluants liés à d'autres sources que la présence humaine. C'est ce que j'ai pu montrer dans un des slides, c'est cela, c'est qu'en fait, si on s'était uniquement basé sur le suivi de l'évolution de la concentration en CO2, on avait totalement omis de voir l'accumulation des autres polluants. Donc ça peut être problématique. Moi, l'autre problème que je vois, c'est que ce sont des microcapteurs qui sont bas coût, mais vraiment très bas coût pour pouvoir être intégrés au niveau de la dimension d'un bâtiment. Et du coup, au niveau du suivi de la dérive de ces capteurs et de leur étalonnage initial, on peut se poser la question de savoir si, au bout de 2-3 ans d'exploitation du bâtiment, est-ce que le capteur est toujours est-ce qu'il remonte toujours l'information de manière pertinente pour pouvoir modifier les registres de la CTA. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez de recul par rapport à ça, mais un seul capteur de CO2 me paraît insuffisant. Non. Alors là, au Rincy, il y avait donc le COV, particules, il y avait l'ensemble des paramètres, et c'était vérifié aussi sur un portail où on vérifiait l'évolution de chaque. Et puis chaque pièce était équipée en plus. Parce que si on a servi avec 3-4 pièces témoins, c'est compliqué d'asservir une ventilation sur une tour avec 10 capteurs dans la tour. C'est ça le problème. Est-ce que ça sera représentatif? Est-ce qu'on ne va pas piloter, piloter avec des locaux qui seront vides alors qu'il y a d'autres locaux occupés, d'autres activités? Le problème du pilotage, c'est ça, c'est qu'on n'est pas exhaustif, on ne va pas mettre des capteurs dans chaque pièce. Vous avez raison, Jean-Charles, de dire ce point-là qui me paraît très important et qui montre la complexité en fait de l'asservissement. J'ai une question pour Pascal. La durée de vie moyenne d'un capteur? Alors, ça va dépendre de la technologie qui va être utilisée. Donc, il y a des technologies qui dérivent beaucoup et sur lesquelles, très rapidement, même au bout de quelques semaines, voire quelques mois d'utilisation, on se rend compte que le signal a évolué. Mais par contre, le capteur peut continuer à être fonctionnel. Et il y a des technologies qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, où là, on va compter en années. Donc, je n'ai pas de réponse suffisamment précise. Ça va dépendre de ce que tu veux mesurer. Et puis, ça va dépendre également de la fréquence avec laquelle tu vas utiliser ton capteur. Parce que en fonction du type de mesure qui va être réalisé, il peut très bien ne pas marcher en continu. Donc, s'il ne marche pas en continu et qu'on a un point tous les X, on peut très bien encore allonger les durées de vie. Donc, ça va aller, je dirais, de quelques mois à plusieurs années sans aucun problème. Merci. Alors, je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. Il y avait une dernière question qui était posée parce que dans la note de cadrage, vous verrez le type de famille de polluants qui sont mesurés. On posait une question spécifique sur le benzène. À ma connaissance, il n'y a pas de capteur qui peut mesurer spécifiquement le benzène, enfin, tel que les microcapteurs à bas coût, évidemment. Et par contre, on a développé
dans la note la mesure du formaldéhyde, avec donc l'utilisation de mesures du formaldéhyde en semi-continu. Ce n'est pas tout à fait du continu comme on peut le voir avec. Voilà. Alors, oui, je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps ce matin de nous apporter votre expérience. Merci donc à Estelle et Nathalie d'avoir organisé ce webinaire. Merci à Jean-Charles, Valérie et Pascal de nous avoir apporté aussi pas mal d'informations sur ce sujet. Et donc, la note de cadrage est disponible maintenant. J'espère qu'elle pourra apporter tous les renseignements nécessaires. Et n'hésitez pas, pour ceux qui vont lire et utiliser cette note de cadrage, de nous faire remonter vos propres expériences auprès de l'Alliance HQE, parce que le groupe de travail qualité de l'air intérieur continue ses travaux, va travailler sur d'autres sujets, et en tout cas, ce sera intéressant de voir comment les protocoles que nous proposons à la réception, à l'exploitation et la note de cadrage sur les microcapteurs va être utilisé. En tout cas, aujourd'hui, où la qualité de l'air intérieur a pris une importance de plus en plus grande avec le virus du Covid, et qu'on met l'accent aujourd'hui énormément sur l'aération et la ventilation des espaces clos, et donc l'utilisation de ces microcapteurs, je pense, vont nous apporter des informations tout à fait complémentaires. Merci beaucoup à tous. Merci Nathalie. Je ne sais pas si Nathalie ou Estelle veulent dire quelques mots de conclusion rapide. Très très rapide. Non, merci, merci à ce GT de l'Alliance HQE-GBC là d'avoir fait ce travail sur les capteurs. Et en effet, vu l'actualité qu'on traverse actuellement, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses encore à explorer, à regarder de plus près pour aller dans le bon sens et pour aller dans le sens d'une approche globale et sanitairement responsable, on va dire, pour le bâtiment. Merci. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.